Nous sommes en Calabre, à l'extrême sud de l'Italie. Bienvenue à San Luca. 4000 habitants, un village a priori très pauvre. Et pourtant, c'est le haut lieu de la 'ndrangheta, la plus puissante et la plus riche mafia au monde. Ces petites rues pavées ont vu naître la pieuvre calabraise il y a près de 200 ans. Elle n'en est jamais partie. Pourtant, curieusement, dans le village, les vieux habitants n'ont jamais entendu parler de la 'ndrangheta. Ce village, il est célèbre pour la 'ndrangheta, non? C'est quoi la 'ndrangheta? Ça n'existe pas. On est des gens bien. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec lui. Nous, on ne peut rien voler vu qu'il n'y a pas d'argent. Ici, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien du tout. La 'ndrangheta calabraise brasse pourtant 53 milliards d'euros par an. Mais elle reste très discrète. Ici, c'est la loi du silence qui règne. Tous les dimanches matins, les hommes discutent sur la place de la mairie. Et dans cette région très pieuse, les femmes, elles, sont chargées d'assister à la grand-messe, habillées en noir. Le corps, le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce petit village, la plupart des habitants ont un proche dans la mafia. C'est même le cas du curé, Pino Strangio. Le corps du Christ. C'est la seule personne à avoir accepté de nous parler de la 'ndrangheta. Si lui a choisi le sacerdoce, 3 de ses cousins germains sont en prison. Ils ont choisi leur voie. Ce sont des gens qui ont la trentaine et l'un d'eux est en prison depuis plus de 10 ans déjà, pour une affaire de drogue. Rares sont les Calabrais qui, comme Pino Strangio, osent avouer les crimes de leur famille. Pourtant, ce ne sont pas les histoires qui manquent. Ici, la 'ndrangheta est partout. La Calabre, c'est la pointe de l'Italie, juste en face de la Sicile. C'est aussi le berceau de la 'ndrangheta. Près de 200 clans se partagent le territoire et son magot annuel est de 53 milliards d'euros. Autant d'argent que McDonald's et Ikea réunis. La 'ndrangheta est puissante et présente aux 4 coins du monde. Sa première source de revenus, c'est la drogue. Elle est numéro 1 sur le marché mondial de la cocaïne. C'est par ici que la drogue entre en Europe, parce que le port est contrôlé par la 'ndrangheta. La Guardia di Finanza fait régulièrement des saisies spectaculaires. Rien qu'avec ça, on s'achète un petit appartement à Paris. Chaque famille de la 'ndrangheta s'enrichit aussi en prélevant le pizzo, l'impôt mafieux. Un homme a filmé les extorsions dont il était victime. Là, je pose une liasse de 10 millions de lire sur la table. Et ceux qui refusent de payer sont exécutés. Je me battrai jusqu'à ma mort, en espérant qu'elle soit naturelle. Et ceux qui dénoncent mènent une vie en sursis. C'est une vitre à l'épreuve des Kalachnikov. Là, je peux boire mon café tranquillement. Mais la plupart des victimes de la 'ndrangheta sont issues de ses propres rangs. La mafia calabraise est surarmée et n'hésite pas à faire parler la poudre pour régler ses comptes. Le pire ennemi de la 'ndrangheta, c'est le procureur antimafia Nicola Gratteri. Il est protégé 24 heures sur 24. Il dirige de longues enquêtes et fait tomber les parrains par dizaines. Il a aussi déchiffré les codes secrets de la 'ndrangheta. Si c'est nécessaire, tu devras tuer ton père, ta mère, ton frère, ta sœur et toute ta famille. Mais il a du mal à trouver des témoins. Cette mafia qui n'a pas de chef suprême est une association de familles. Il n'y a pas de repentis. Ses nouveaux membres jurent de ne jamais trahir. La police italienne a réussi à filmer une intronisation, des images très rares.
Soit vous vous pliez aux règles, soit vous gardez une balle dans votre chargeur. Celle-là est pour vous. Enquête sur cette mystérieuse mafia des campagnes, ultra-catholique, qui cache sa fortune et dirige une partie du monde. « 5 heures du matin. Dans ce port du sud de l'Italie, les forces de l'ordre sont déployées. Nous sommes à Gioia-Tauro, à 50 km de Reggio, à l'ouest de la Calabre. Uniforme impeccable, nœud de cravate bien serré, Alessandro Barbera, le colonel de la Guardia di Finanza, dirige une opération antidrogue de grande ampleur. Il a une information. L'un des navires qui arrive ce matin contient beaucoup de cocaïne. Voici le navire. Celui qui transporte les containers en provenance d'Amérique du Sud. C'est ce navire qui est ciblé. L'Ndrangheta a installé des membres des familles mafieuses en Colombie, en Équateur ou au Mexique pour acheter la drogue produite sur place et l'expédier. États-Unis, Europe, Australie, les stupéfiants sont envoyés aux 4 coins du monde, partout où l'Ndrangheta est présente. La moitié de la drogue que la mafia distribue en Europe transite par le port de Gioia-Tauro, en Calabre. À chaque opération coup de poing, le colonel Barbera dispose d'une trentaine d'hommes pour surveiller les déchargements. Lui et ses hommes surveillent de près les dockers. Nombre d'entre eux font partie de la 'Ndrangheta, selon un récent rapport officiel anti-mafia. C'est par ici que la drogue entre en Europe, parce que ce port est contrôlé par la 'Ndrangheta. Entre le colonel et la 'Ndrangheta, c'est une guerre d'usure qui se joue. Depuis des années maintenant, chaque bateau suspect est escorté par la douane pour éviter que la drogue ne soit jetée par-dessus bord et récupérée par des vedettes rapides avant l'arrivée au port. C'est une bataille quotidienne entre la 'Ndrangheta et nous. Ils tentent tout pour nous échapper. Et nous, on met tout en œuvre pour les arrêter. À partir du moment où l'on renforce un type de contrôle particulier, cette organisation criminelle trouve immédiatement un nouveau moyen de dissimulation. Et en effet, à ce jeu du chat et de la souris, la mafia calabraise a toujours un coup d'avance. Vous avez descendu combien de containers ? Depuis que l'opération a débuté, vers 7 heures ce matin, nous avons déjà descendu 142 conteneurs. Plus de 1000 containers à contrôler, un travail colossal. Mais les informations reçues par le colonel sont très précises. 54 d'entre eux sont rapidement isolés. Ils contiennent des bananes. Des centaines de cartons sont sortis de chaque container et inspectés. Qu'est-ce qu'il cherche, ce chien? Une odeur qui est associée à un jeu pour lui. Ici, d'habitude, on trouve de la cocaïne. Finalement, un container retient l'attention des hommes de la Guardia. Le colonel ne souhaite pas révéler le détail qu'il a mis sur cette piste, tant que l'enquête est en cours. Mais il en est certain, ce container cache un double fond. Il le fait désosser. Des policiers filment la scène. En quelques minutes, le container est éventré. Dans le sol, des feuilles de plomb cachent quelque chose. Ce métal permet de leurrer les scanners de la douane.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est un pain de cocaïne. Le double fond est bourré de drogue. Très bien. Alors, il y en a combien? Tu les as comptés? Je n'ai pas encore terminé, mais je dirais environ 50 kilos. C'est parfait. Très bien. Déjà 50 kilos de drogue, une saisie exceptionnelle. Mais le double fond du conteneur en contient bien plus. La prise est en fait historique. Comme vous pouvez le voir, ce conteneur a été spécifiquement créé pour accueillir un double fond. Ce double fond a été fait sur mesure pour dissimuler la cocaïne. Pour le colonel, c'est une nouveauté. Le business de la cocaïne est tellement rentable pour la 'Ndrangheta que la mafia dépense une fortune pour corrompre beaucoup de monde, dans la chaîne de transport jusqu'aux fabricants de containers. Les pains se comptent désormais par dizaines. Tellement nombreux qu'il faut plusieurs personnes pour les transporter. Tout rentre dans une seule voiture? Non, on en a mis dans une autre voiture. Les pains de drogue sont acheminés à la caserne de la Guardia di Finanza, sur le port de Gioia Tauro. Les pains sont numérotés, puis pesés, l'un après l'autre. 1 kg 185. Au total, 101 pains de cocaïne. 1 kg 195. Ce paquet pèse environ 1 kg, 1 kg 2. En moyenne, pour la consommation au détail, chaque kilo de cocaïne est coupé 4 fois. 1 kilo devient en gros 4 kilos. En moyenne, 1 gramme de cocaïne est vendu 60 € sur le marché. Donc, si vous comptez rapidement, chaque paquet d'1 kilo apporte dans les caisses des organisations criminelles environ 250 000 €. Avec 1 kilo comme celui-là, on pourrait s'acheter un petit appartement à Paris. 1 kg 105. 1 kg 185. C'est le dernier. Alors, montre-moi le total. 118 kg 570. 118 kilos de cocaïne achetés aux producteurs, selon les experts des Nations Unies, 236 000 €, pour un prix de revente de plus de 28 millions d'euros. C'est l'une des plus grosses saisies de l'année pour les autorités italiennes. La voilà, la poudre blanche. Et une perte colossale pour la 'Ndrangheta. Il faut maintenant vérifier qu'il s'agit bien de cocaïne grâce à un test chimique. Le liquide devient bleu foncé, signe d'une cocaïne très pure. Une nouvelle enquête commence. Identifier le cartel qui expédie la cocaïne. Le point de départ, ce logo. Regardez, il y a ce symbole avec 2 lettres. TE. Les enquêtes sur la 'Ndrangheta sont dirigées par un procureur antimafia. C'est l'un des hommes les plus menacés d'Italie. Voiture blindée, escorte armée, ces 3 gardes du corps ne le lâchent pas d'une semelle, et cela depuis 26 ans. Alors, Nicola Gratteri a mis en prison plus de 1000 mafieux. Sa vocation est née ici, dans ce collège de la campagne calabraise, où les enfants de Ndranghetists faisaient la loi. ça, c'était ma classe au premier étage. De là, je sentais, je respirais leur violence qui commençait sur le trottoir et que je retrouvais en classe. Cela s'opposait à l'éducation que j'avais reçue dans ma famille. Nicola Gratteri va consacrer sa vie à la lutte contre la 'Ndrangheta.
bien loin de la voie empruntée par ses voisins de classe. Quelques-uns ont choisi des professions classiques. Beaucoup d'autres ont été tués. Et bien d'autres sont en prison. Combien? Au moins une dizaine sont détenus. Et 6 ou 7 sont morts. Si Nicola Gratteri est menacé de mort, c'est qu'il ne se contente pas de mettre en prison les criminels. Il a aussi réussi à décortiquer le fonctionnement de la 'ndrangheta et mis à jour les rites qui régissent l'entrée dans cette société secrète. Il y a une initiation qui dure 1 à 2 ans. Au cours de celle-ci, la personne doit accomplir des actes de courage pour montrer de quoi elle est capable, que c'est un dur. Comment entre-t-on dans la 'ndrangheta, mot d'origine grecque qui signifie courage, ardeur? Récemment, grâce à des caméras cachées, les hommes de Nicola Gratteri ont réussi à filmer une intronisation. Le nouveau membre intègre une famille pour la vie. En cas de trahison, il n'a que 2 solutions: être jugé par ses pairs ou se donner la mort. À partir de ce moment-là, il n'y a plus que la 'ndrangheta qui existe. Et si c'est nécessaire, tu devras tuer ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, toute ta famille, afin de préserver l'existence même de la 'ndrangheta. C'est fondamental. En échange de ses services, la 'ndrangheta offre aux nouveaux membres la protection du clan et de confortables revenus, à condition que celui-ci respecte les règles. Nicola Gratteri connaît les punitions infligées à ceux qui fautent. Et il y a toutes sortes d'exemples. En fonction de la faute qu'on commet, la sanction peut être d'être suspendu de réunion pendant 3 ou 4 mois. On peut se faire mettre la tête dans les toilettes ou dans le charbon, devoir porter une tête d'animal, se faire pipi sur la jambe. Ce sont des actes d'humiliation qui peuvent parfois aller jusqu'à la mort. Le magistrat a même décrypté les codes secrets que certains clans utilisent pour communiquer en toute discrétion. C'est un des 30 codes connus jusqu'ici, écrits par des 'ndranghetistes. Des informations accumulées au terme de près de 30 ans d'enquête et de perquisition. Voici la dernière saisie d'il y a quelques mois. Ces symboles représentent la structure hiérarchique d'un clan de San Luca, le fief de la mafia calabraise. Il a fallu des années de travail au procureur Gratteri pour tout connaître de la mafia. Ces enquêtes peuvent durer plusieurs années. Ces coups de filet sont souvent spectaculaires. « 2 heures du matin, brigade criminelle de Reggio di Calabria. 200 policiers ont été mobilisés par le magistrat pour une opération anti-mafia de très grande ampleur. Cette nuit, 29 personnes soupçonnées d'être des gros bonnets de la mafia doivent être interpellées pour trucage des marchés publics et extorsion de fonds généralisée. À quelques minutes du départ, des enveloppes contenant toutes les informations sur les cibles sont distribuées à chaque équipe. Jusqu'ici, seule une poignée de policiers connaissait les objectifs. Le procureur voulait éviter des fuites par d'éventuels fonctionnaires corrompus. Pour l'équipe qui va l'interpeller, l'objectif est tenu secret, jusqu'au dernier moment. L'inspecteur D'Agostino est en charge de procéder à l'arrestation d'un parrain, la principale cible de l'opération, Salvatore Aquino. Aquino n'est pas n'importe qui au sein de la 'ndrangheta. À 70 ans, il est à la tête d'un puissant clan qui règne sur Gioiosa Ionica, commune voisine de Siderno. Il a déjà été condamné à 15 ans de prison en 1999 pour trafic international de cocaïne. Il est aujourd'hui en liberté surveillée.
Il gère ses affaires en famille. Ses neveux sont actuellement incarcérés. Ils ont été arrêtés il y a 3 ans alors qu'ils étaient en cavale. Les voici le jour de leur arrestation, filmés par les carabiniers. Ils ont été retrouvés dans 2 cachettes parfaitement dissimulées dans le sous-sol d'une maison, sous un escalier amovible. Et dans ce faux plafond, pour fuir la police, les mafieux ont souvent recours à ces bunkers. Ils peuvent y passer plusieurs mois, voire des années. De l'autre côté du parking, Matteo et ses hommes découvrent à leur tour l'identité du mafieux qu'ils vont arrêter. Leonardo Capogreco. À 38 ans, il appartient à une famille de Siderno, les Comisso. Il est recherché pour corruption et extorsion de fonds. Ce serait le comptable de son clan. Ce sont des figures importantes de l'Ndrangheta. L'Ndrangheta calabraise. Les policiers vont intervenir simultanément pour éviter que l'information ne circule et que certains suspects n'échappent au coup de filet. Au moment du départ, c'est l'heure des dernières consignes. Toi, tu resteras avec lui à partir du moment où on entre. Quand il va pisser, quand il va se changer, quand il fera son sac, tu seras avec lui. Nous allons dans une zone de Calabre où ce clan, que nous allons frapper, a déjà un passé, une histoire. Ses membres ont été impliqués dans de nombreuses enquêtes. Les policiers ne portent ni gilet pare-balles, ni armes lourdes. Les mafieux n'opposent pas de résistance. Ils laissent à leur armée d'avocats le soin de les sortir de prison en douceur. Une 60aine de voitures de police quittent le parking en colonne. 200 hommes de la brigade criminelle traversent la Calabre en trombe. 1 heure plus tard, les véhicules se dispersent pour rejoindre les 3 villes ciblées. Leonardo Capogreco habite cette grande villa. Les policiers ont beau être discrets, le chien des voisins remarque leur présence. Ils doivent rapidement pénétrer dans le jardin. Il faut escalader la grille. Ce policier est chargé de surveiller l'arrière de la maison. La maison, les angles. Compris? Devant la maison, 3 hommes sont en première ligne. Un 4e reste en retrait. Il guette tout mouvement aux fenêtres. Nous sommes de la police. C'est ce que je vois. Nous devons faire une perquisition. Je vous en prie. Vous êtes seul à la maison? Vous êtes seul? Oui. Malgré cette irruption nocturne, Leonardo Capogreco paraît serein. Dans la maison, tout semble calme, mais les policiers restent vigilants. Vous avez des armes chez vous? Non. J'ai un permis de port d'armes, mais il n'y en a pas ici. Les enquêteurs fouillent la maison. Si cet homme travaille officiellement dans le BTP, il est soupçonné de blanchir une partie de la fortune de l'Ndrangheta. Il ne cache sans doute pas d'argent chez lui. Les enquêteurs sont plutôt à la recherche de documents comptables qui prouveraient le blanchiment. Nous avons trouvé des éléments qui pourront nous servir. Mais généralement, pour tout bien vérifier, il nous faut plus de temps. Donc au bureau, on pourra regarder calmement tout ce matériel que nous emportons avec nous. Capogreco est emmené direction la préfecture de police.
Au même moment, à 5 km de là, les hommes de la brigade criminelle font le point avec des policiers en uniforme qui viennent de repérer les lieux. Ils vont interpeller celui qui est désigné comme le parrain du clan, Salvatore Aquino, 70 ans. Il y a des caméras de surveillance? Alors il y a des lumières de partout. Il y a de gros projecteurs blancs. Ils éclairent l'entrée de l'immeuble. Allez, on y va. Direction la résidence du parrain. Sur place, surprise, le mafieux qui serait assis sur des dizaines de millions d'euros, acquis illégalement, ne possède pas un palace. Il a préféré faire construire un immeuble pour héberger toute sa famille. Lui se contente d'un modeste appartement au 3e étage. Dans la région, les chefs mafieux sont discrets, mais seulement en façade. Perquisition. Vous avez un mandat? Oui, on a tout. Tout? Oui, et vous pouvez vous habiller. M'habiller aussi? Prenez vos papiers. Et préparez votre valise. L'homme qu'on arrête ressemble à un grand-père tranquille, loin de l'image du mafieux en costume rayé, un cigare à la bouche. Chez lui, ni armes, ni garde du corps. Pendant 2 heures, les policiers vont chercher des documents prouvant qu'il truque les marchés publics. On vous emmène au bureau. Direction le service antimafia. Il est 7 heures du matin. Retour à Reggio di Calabria. Les 29 interpellés ont été ramenés à la préfecture de police, devant laquelle se sont rassemblés familles et amis des suspects. Ils vont être écroués. Mais avant cela, la justice les fait défiler devant les caméras, par ordre d'importance. Une mise en scène qui est aussi une opération de communication destinée à l'ensemble de la société calabraise. Salvatore Aquino, le parrain présumé, est le premier à être exhibé devant les médias italiens. Leonardo Capogreco va sortir, lui, en 4e position. Ils sont tous accusés d'extorsion de fonds aggravée et de trucage de marchés publics, mais surtout d'association mafieuse. Un délit qui n'existe qu'en Italie. Cela permet de condamner une personne dès qu'un lien est établi entre elle et une organisation criminelle. Peine encourue alors, 15 ans de prison. Le procureur Gratteri a invité une trentaine de journalistes pour une conférence de presse. Ici, ça ne se passe pas du tout comme en France. Tous les détails de l'opération de la nuit vont être passés en revue. Les identités des interpellés, la raison de leur mise en examen vont être livrées aux journalistes. Le moment est historique pour le procureur. C'est un grand jour pour le parquet et les forces de l'ordre. Les membres de la 'ndrangheta arrêtés cette nuit sont de grandes figures de la pieuvre calabraise. Chaque arrestation massive offre au procureur une tribune pour s'adresser à l'opinion publique. Face à la mafia la plus puissante du monde, Nicola Gratteri veut faire passer le message que l'État italien est présent en Calabre. Si on fait ces conférences de presse, c'est pour dire aux gens qu'ils peuvent avoir confiance en nous, que l'État existe, qu'ils doivent aller voir la police, la Guardia di Finanza et les carabinieri pour dénoncer les mafieux. Une vingtaine de personnes interpellées cette nuit-là est toujours en prison. En revanche, Salvatore Aquino, le boss présumé, a été libéré 1 mois plus tard. Comme d'habitude, ses avocats ont trouvé la faille, le bon vice de procédure.
À 50 km de Reggio, dans la ville de Palmi, un homme vit la boule au ventre. Nous allons le rencontrer dans cet étrange bâtiment. 38 caméras de surveillance, des barbelés sur les murs d'enceinte et des policiers d'élite armés dans la cour. Nous sommes chez Gaetano Safiotti. Sa maison est devenue sa prison. Gaetano a une femme et un enfant. Nous ne les filmerons pas. Il ne veut pas les mettre en danger, car sa tête à lui est mise à prix. Le café, vous le prenez toujours chez vous? Oui. Jamais au bar? Je ne peux plus aller au bar. Ma situation est un peu compliquée. Beaucoup de bars ne t'acceptent pas car ils craignent qu'il y ait un attentat. Et puis on met les autres clients dans l'embarras. Il faudrait d'abord déminer le bar et ça, c'est un peu compliqué. Gaetano dirige une entreprise qui fabrique du béton. Il est menacé de mort par la 'ndrangheta. Il est ce que les mafieux appellent un infâme, pour avoir brisé l'omerta, la loi du silence. Pour survivre, il a dû transformer son habitation en bunker. Ça, c'est une vitre blindée à l'épreuve des balles de Kalachnikov. Ça me permet de déguster mon café sans être en danger. Vous voulez dire sans risque? Sans risque qu'un attentat se produise. Depuis combien de temps vous vivez derrière cette vitre? Ça fait 12 ans, 9 mois et 23 jours aujourd'hui. Mais ça fait 12 ans, 9 mois et 23 jours que je me sens un homme libre. Ça peut paraître paradoxal, mais avant, c'était l'enfer. Les autorités lui ont suggéré d'autres parades pour déjouer tout type d'attaque. De ce côté, qui donne directement sur la route, nous avons dû surélever le mur. Et nous l'avons renforcé avec une paroi en fer pour nous mettre à l'abri des balles qui seraient tirées de la rue. En haut, nous avons dû recouvrir avec une sorte de toit pour éviter que quelqu'un jette une bombe. Tout a commencé au début des années 2000. Cela fait alors 20 ans que Gaetano paye le pizzo, l'impôt mafieux. Il venait et il s'asseyait ici. Avant, il appelait « Prépare l'argent ». J'arriverai à 3, à 4 heures, à 7 heures. Il donnait un rendez-vous et toi, tu devais préparer l'argent. Et vous deviez payer en liquide? En liquide, bien sûr. Il ne fallait pas laisser de traces. Il s'asseyait à l'une de ses chaises et moi, j'avais déjà préparé l'argent, je le prenais et je le donnais. Nous sommes en 2001. La 'ndrangheta lui a déjà extorqué 2 millions d'euros. À de nombreuses reprises, Gaetano a essayé de ne pas payer. Mais les familles mafieuses ont systématiquement puni ces tentatives de rébellion. Ça, c'est un des camions qui ont été brûlés. C'est quand je faisais le fourbe, je ne payais pas. Et eux répondaient par des rétorsions. Ils mettaient le feu à des camions, à des pelleteuses. En tout, ce sont une trentaine de véhicules de chantier qui ont été détruits. Un de ses employés a dû lui-même mettre le feu à son engin alors qu'un gros bras de la mafia pointait un revolver sur sa tempe. Plus le temps passait, plus les sommes demandées augmentaient. Excédé, Gaetano seul décide enfin de réagir. Ça, c'est une caméra de surveillance insérée dans le mur et qui me servait à enregistrer tous les rendez-vous que j'étais obligé d'avoir avec les hommes de la 'ndrangheta. Pendant des mois, il enregistre les scènes d'extorsion. En plus de payer le pizzo à la famille de Palmi où il travaille, il doit aussi reverser de l'argent au clan de Rosarno et de Gioia Tauro, qui avaient la main sur les villes voisines, qu'il traversait pour livrer des matériaux à ses clients. C'est la particularité de la 'ndrangheta.
Contrairement aux autres mafias, où il existe un chef pour toute l'organisation, en Calabre, la région est découpée en plus de 160 territoires, avec un chef par secteur. Il y a donc un impôt par territoire traversé. Gaetano était ainsi racketé par 3 clans. 3 fois pour le même travail, à 3 clans différents. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme si tu allais dans un pays étranger où l'on paye la douane juste parce qu'on le traverse. Gaetano accumule ainsi plusieurs heures d'enregistrement. Des dizaines d'exemples de son enfer au quotidien, à toute heure de la journée. J'ouvre le tiroir, je prends une liasse de 10 millions de lire à l'époque, et je la mets sur la table en la montrant même à la caméra. 10 millions de lire, soit plus de 7 000 €. Pour être sûr de convaincre la justice, Gaetano met en place un plan de bataille. Il prend tous les risques. Ici, il montre volontairement à la caméra qu'il tient une liasse de billets dans la main, preuve de l'extorsion. Mais un jour, un mafieux s'aperçoit qu'une chose a changé dans son bureau. Là, il se rend compte qu'il y a une caméra de surveillance et il me dit « Ça, c'est ton problème. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, d'une caméra de surveillance ?» L'homme met Gaetano en garde. Il en reste là, car il est persuadé qu'il a peur, qu'il ne fera rien, que l'omerta, comme toujours, s'imposera à lui. Sauf que Gaetano décide de briser la loi du silence. Il livre ses enregistrements à la justice. 48 membres des 3 familles sont arrêtés et condamnés jusqu'à 16 ans de prison. La police va saisir aussi pour 50 millions € de biens immobiliers. Ce coup de filet marque le début des pressions pour qu'il se rétracte et des menaces de mort contre lui. Très bientôt, tu recevras dans le corps 45 fragments de balles de pistolet. Comme ça, tu ne t'en iras pas de palmie, mais de la terre. C'est une menace claire? Une menace claire. Une balle de pistolet pour chaque personne arrêtée. L'Ndrangheta, implantée partout, fait pression sur ses clients et ses fournisseurs. La société de Gaetano perd 90% de son chiffre d'affaires. Juste après les dénonciations, ça a été l'apocalypse. Tout le monde est disparu. Les ouvriers, les banques, les fournisseurs, les clients, le désert. Salut les gars. Tout va bien? Gaetano est devenu ce que l'on appelle en Calabre un infâme. Et pourtant, 13 ans plus tard, il se sent libre. Ça, c'est ma vie. Elle se réduit à une vingtaine de pas. C'est la distance entre ma maison et mon bureau. Après avoir pris mon café, c'est le seul trajet que je fais d'un bâtiment à l'autre. C'est la vie de celui qui a choisi de vivre dans la légalité. C'est le prix à payer, mais je suis content de le payer. Grâce à toutes ces protections, Gaetano continue de vivre. Mais il est enfermé chez lui. C'est un cas isolé en Calabre. Car là-bas, ceux qui défient la mafia le payent de leur vie. Rien qu'à Siderno, 32 assassinats récents ne sont toujours pas élucidés. La 'Ndrangheta est soupçonnée à chaque fois, mais personne ne témoigne. Mario se rend dans ce cimetière 4 fois par semaine, depuis 10 ans maintenant. Il n'arrive pas à faire le deuil de son fils, tué d'une balle dans la tête. Il manque le marbre. Je n'ai pas voulu le mettre. C'est comme si tout était fini si je mettais le marbre. Cette tombe restera toujours comme ça. Principalement parce que c'est une vie qui a été volée. Mario consacre sa vie à la mémoire de son fils pour que justice soit faite. Gianluca est mort pour avoir défendu son beau-père, qui était racketté. Dans toutes les voitures de la famille, il y a des photos de Gianluca. À la différence de bon nombre de familles de Siderno,
Mario a décidé de ne pas mettre le voile sur le meurtre de Gianluca. Pour que l'assassin soit condamné, Mario s'est constitué partie civile, chose rare dans la région. Aujourd'hui, le meurtrier risque de sortir pour vice de procédure. Pour que Mario se retire du procès en appel, l'Ndrangheta fait pression de nouveau. Comme j'ai été menacé, grâce à ces caméras, je peux contrôler ce qui se passe devant chez moi et qui entre chez moi. Le clan qui a tué son fils multiplie les intimidations depuis le début de la procédure judiciaire, il y a près de 10 ans. Vous voyez là? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des trous de projectiles. Et qui a tiré? On ne sait pas qui a tiré. Comment voulez-vous qu'on le sache? La dernière menace date d'il y a quelques mois. On a trouvé un bidon d'essence juste devant la porte. Un acte d'intimidation pour dire « ferme-la ». Tiens-toi tranquille. C'était pendant le procès? Après le procès? C'était pendant le procès. C'était un signal clair. Malgré les risques, Mario met tout en œuvre pour que l'assassin de son fils soit condamné définitivement. Vous n'avez jamais eu l'idée de vous arrêter, d'obéir à ces intimidations? Quoi, m'arrêter? Absolument pas. Ça ne m'est même pas passé par la tête. La lutte jusqu'au bout? Je lutterai jusqu'à la mort, en espérant qu'elle soit naturelle. Entre l'extorsion et le trafic de drogue, l'Ndrangheta engrange chaque année des milliards en liquide. Pour les blanchir, elle réalise des montages financiers sophistiqués dans des paradis fiscaux. Elle n'en investit qu'une petite partie en Calabre, dans la pierre. À Brancaleone, Salvatore Aquino est soupçonné de s'être associé à un autre parrain pour blanchir 200 millions d'euros en plaçant l'argent sale dans ce programme immobilier destiné à des Britanniques en mal de soleil. Il y a 6 ans, Marie a décidé de quitter l'Angleterre pour le sud de l'Italie. C'est la piscine de la résidence Emeraude. Gioiello del mare. Benvenuti nel vostro sogno. Gioiello del mare, en français, le joyau de la mer. Charmante résidence de 400 appartements et plusieurs villas face à la mer, 4 piscines. Voilà ce que le DVD de promotion met en avant pour faire rêver les clients comme elle. Sans oublier le centre commercial au pied de l'immeuble, des terrains de tennis et un magnifique parcours de golf. Pourtant aujourd'hui, le compte n'y est pas. En 2012, la police met fin à tous les travaux. C'est alors que Marie découvre que ce programme immobilier est en fait une importante opération de blanchiment de l'Ndrangheta. La police financière est venue sceller les portes de tous les appartements qui n'avaient pas encore été totalement payés. Depuis, Marie vit seule ici toute l'année. Pour elle, c'est en quelque sorte la double peine. Elle n'a plus d'appartement à Londres et elle ne peut pas vendre celui de Brancaleone tant que l'enquête est en cours. C'est difficile parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il va se passer. Et toute votre épargne y est passée? Ce sont les économies de toute une vie qui sont passées dans cet appartement. Et tout ça pour vivre dans un chantier. Cela fait déjà 4 ans que l'instruction a commencé. L'affaire mêle 5 fonctionnaires municipaux corrompus et un homme de paille soupçonné d'avoir monté ce projet immobilier très louche pour le compte de parrains de l'Ndrangheta. Cet homme, nous l'avons retrouvé à 5 km de la résidence. Il dirige une petite concession automobile, loin de l'immobilier de prestige. Bonsoir. Il s'agit de cet homme avec le pull bleu. Assigné à résidence, il est connu de la justice italienne. Il a déjà fait de la prison pour un trafic international d'héroïne.
Il est considéré comme un membre influent de l'Ndrangheta. Nous le filmons en caméra cachée. Il prétend que tout est légal dans cette opération immobilière, que l'argent ne vient pas de la mafia, mais des banques. Ils ont fait une grosse erreur, très grosse erreur, énorme même. Ils ont tout monté, tout est faux. L'homme crie même au complot qui viserait à le remettre derrière les barreaux. Pourquoi vous n'avez pas réussi à terminer le chantier? Parce qu'ils m'ont arrêté. La magistrature m'a arrêté. Tout ça, c'est un complot de la politique et de la magistrature. Ce concessionnaire automobile ne serait donc qu'un honnête homme d'affaires. Et pourtant, il risque 15 ans de prison pour son implication présumée dans ce blanchiment. En attendant la fin du procès, les appartements de la résidence resteront sous scellé. La justice italienne confisque chaque année en Calabre des dizaines de bâtiments construits par des mafieux. Que ce soit aux clans qui dirigent les villages de l'Aspromonte ou aux familles qui ont la main mise sur des quartiers entiers de Reggio di Calabria, la capitale de la région. Croce Vallanidi est un faubourg pauvre de la ville, un endroit à l'abandon où les habitations côtoient des immeubles inachevés, mais déjà habités. Ici, les mafieux ne cachent pas leur fortune. Le parrain s'était même fait construire cette confortable maison au sommet de la colline. Tombé pour meurtre, il n'a jamais habité cette résidence. Elle a été confisquée et confiée à l'Observatoire de l'Ndrangheta, une association de lutte contre la mafia qui s'occupe notamment de remettre les jeunes délinquants dans le droit chemin. C'est Vincenzo, le directeur, qui utilise désormais cette maison. Ça, c'est la vue de la terrasse. Cela permettait au boss de surveiller tout son territoire? Oui, certainement. Il avait une vue panoramique très complète de la zone. Les meilleurs matériaux ont été utilisés, comme par exemple du marbre, du sol au plafond, dans cette salle de bain. Là, c'est la salle de bain, qui se faisait construire avec une vue sur la mer. Depuis 2 mois, Vincenzo et ses collègues de l'Observatoire reçoivent ici des mineurs qui ont eu affaire à la justice. Ces jeunes ont dealé de la drogue ou volé une voiture. On y va, les gars? La plupart côtoient l'Ndrangheta tous les jours. La justice des mineurs leur impose de suivre un programme de réinsertion à l'Observatoire. Son but consiste à briser l'image de la mafia et ses promesses d'argent facile. Ici, c'est un des lieux les plus importants. L'endroit où la majeure partie des criminels en fuite se cachent. Pour créer le déclic auprès des jeunes, Vincenzo leur fait notamment visiter une pièce secrète. C'est plus qu'important, c'est symbolique. Parce que cela représente un mode de vie qui est souvent mythifié. Nous tentons avant de le démystifier, de faire comprendre qu'être un boss, un mafieux, n'est pas une chose enviable du tout. Au pied de cette échelle, une petite pièce de 10 mètres carrés au confort rudimentaire. Le parrain avait aussi prévu un bunker. Incarcéré, il n'a jamais pu l'achever. Vincenzo y a fabriqué la réplique d'une cachette célèbre en Calabre. C'est une reconstitution assez fidèle d'un bunker d'il y a 10 ou 15 ans, utilisé par Bellocco, un mafieux de Rosarno. Quand on l'a trouvé, on a vu cette phrase sur le mur. « Mon Dieu, protège-moi dans ce bunker. » Et il avait accroché toutes ces images saintes qui le protégeaient. Il avait aussi ses loups, car dans la mafia, on le surnommait le loup. Qu'en dites-vous, les gars? C'était certainement un mode de vie difficile, vraiment moche. Pour moi, c'est comme une détention. C'est vivre sous terre. C'est une vie de rat. Vincenzo aborde le sujet délicat de l'appartenance à l'Ndrangheta.
Quand tu y entres, tu perds complètement ta liberté. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à une autre personne. Ta liberté, ton style de vie est complètement dépendant d'un tiers. Ta personne n'existe plus, elle est soumise au boss. Mais selon toi, qu'est-ce qui fascine? C'est avoir de l'argent, une réputation, avoir tout ce que tu veux. Parce que pour un garçon de notre âge, avoir de l'argent ou une belle voiture en cette période, eh bien, très peu de gens peuvent se le permettre. Et c'est aussi pour se démarquer, pour passer pour le plus grand. C'est ça qui fascine. Vincenzo fait de la prévention en exploitant les biens saisis aux mafieux. Un autre homme s'en est emparé pour les faire fructifier et créer de l'emploi. Il s'appelle Pino De Masi. En Italie, tout le monde le connaît, car il a été le premier prêtre à refuser de célébrer l'enterrement d'un parrain, une punition plus humiliante que la prison pour ces criminels si croyants. Bonjour. Alors ça va? Aujourd'hui, Pino De Masi poursuit l'affront. Il a créé une coopérative qui gère et exploite les biens saisis à la mafia. Les terrains confisqués que gère à présent la coopérative appartenaient tous à des familles très importantes de la 'Ndrangheta. Que des noms archi connus, qui aujourd'hui tiennent toujours entre leurs mains une bonne partie de l'économie nationale. Donc Pino fait travailler des dizaines de personnes. Dans une région où le chômage atteint les 40%, le prêtre veut montrer qu'il est possible de travailler légalement. Malgré la pression qu'exerce la 'Ndrangheta sur les employés. Les gens disent parfois « Mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous êtes allé faire ?» Mais au final, c'est le résultat qui compte. On crée du travail. La peur n'est qu'un sentiment. Et un sentiment, ça se maîtrise. Les avertissements ne sont pas des paroles en l'air. La mafia est déjà passée à l'acte. Elle ne lâche plus Pino De Masi depuis qu'il a récupéré des oliveraies voisines. Don Pino retrouve Domenico, le président de la coopérative. Caro Domenico. Ah, Domenico. Tout va bien? Bonjour, on vient de terminer la cueillette. Il veut nous montrer les traces des représailles. Regarde ici, on voit encore la vieille souche. On a mis de la terre dessus. Ici, juste avant la confiscation définitive, avant l'assignation, ils sont venus ici avec des camions, des tronçonneuses, et ont coupé ces arbres. Des arbres vieux de plusieurs siècles. Certains étaient très hauts, 10 à 15 mètres. Il y a 6 ans, la 'Ndrangheta a coupé en une nuit ces 640 oliviers ancestraux pour ne rien laisser à Pino De Masi. La mafia aurait revendu le bois pour plus de 600 000 €. Il y a 3 ans, la mafia a de nouveau tenté de lui faire comprendre que ces terres lui appartenaient. Cet oliveraie a connu un triste sort. Des centaines d'arbres ont été incendiés. Les parrains du clan local qui avaient organisé ces destructions ont été condamnés à 16 ans de prison l'année dernière. Mais ces lourdes peines n'ont pas calmé la colère de Pino De Masi. Se retrouver face à un terrain dans cet état, voir des choses comme ça vous fait enrager. Couper les arbres ne signifie pas seulement « l'argent nous revient ». Cela veut dire « ces arbres sont à nous et à personne d'autre ». Avec des milliers de jeunes sans emploi, souvent à la dérive, la 'Ndrangheta n'est pas près de disparaître du paysage calabrais. À moins qu'elle ne trouve sur son chemin un nouvel ennemi de taille, l'Église. Le pape François s'est rendu en Calabre l'année dernière. La 'Ndrangheta, c'est l'adoration du mal contre le bien commun. Ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ils sont excommuniés.
l'excommunication. Une infamie, la pire des peines pour ces criminels qui vénèrent la Sainte Vierge et l'archange Saint-Michel.